C'est juste pour vous dire combien nous sommes heureux à la FIDH et honorés d'avoir à nos côtés la RADDHO, notre ligue membre, et Monsieur Tal et Madame Cissé, qui sont tous du mouvement M23, que vous connaissez, qu'on n'a pas besoin de présenter. C'était simplement pour vous dire que c'est un honneur que de voir toutes ces personnes réunies aujourd'hui ici, qui sont en train de mener un combat dur, un combat contre et même ce n'est pas, nous venons, comme vous le savez, de vivre dans la région arabe une révolution. Et là, ce sont les signes précurseurs aujourd'hui au Sénégal que si on continue, si les autorités continuent à être autistes et à ne pas entendre la rue, à ne pas entendre la société civile, aujourd'hui, ça pourrait être très grave et évidemment se retourner contre les autorités. Et si nous accueillons aujourd'hui cette conférence de presse, c'est pour être aux côtés de ceux qui se battent pour faire entendre raison aux autorités sénégalaises et qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Je crois que cette ligne rouge, ici, tous ceux qui sont réunis vous diront de quoi elle est constituée. Pour nous, à la FIDH, ce qui est important, c'est qu'il faut mieux prévenir que guérir. Prévenir, et ça, il faut être reconnaissant aujourd'hui à tous ceux qui sont réunis autour de cette table et au mouvement M23, c'est ils tirent la sonnette d'alarme. Ils tirent la sonnette d'alarme au risque de leur vie, parce que Alioune Tine, comme vous le savez, non seulement a été attaqué, mais aujourd'hui, il continue à risquer sa vie puisque les menaces du président Wade récemment ont été très claires à son égard, l'accusant d'utiliser les droits de l'homme et tout ce qui constitue aujourd'hui notre combat comme une couverture pour faire de la politique. Il n'est pas interdit de faire de la politique si on veut effectivement sauver son pays d'une tragédie annoncée, dans la mesure où ce que nous avons vu en juin dernier ne doit pas se reproduire. Le Sénégal est assez quand même développé et a des intellectuels de qualité et a une réflexion politique qui a toujours porté, qui a été exemplaire sur le continent africain, puisque l'exemple à la fois du président Senghor et du président Diouf ont été, leur départ a été exemplaire pour le continent africain. Il faudrait que le président Wade puisse en tirer la leçon. Et nos amis ici ne font qu'attirer son attention pour que le Sénégal ne vive pas une tragédie, à Dieu ne plaise. Merci à vous tous. Évidemment, je laisse la parole à ceux qui sont sur le terrain et qui continuent à se battre. Merci beaucoup. Merci, Sœur. Donc, nous remercions très chaleureusement la présidente de la FIDH et tout le staff, vraiment du soutien qu'ils nous ont apporté, que ce soit le soutien moral, que ce soit le soutien politique que peut donner une organisation internationale des droits de l'homme. On n'en attendait pas moins. Merci de votre discours, de votre soutien, parce que c'est extrêmement important qu'ici, au niveau de la FIDH, que nous puissions avoir, nous, M23, le soutien. Et également les témoignages, nous avons vu effectivement leur implication, même dans ce qui s'est passé en Tunisie, dans toutes les révolutions arabes. Effectivement, nous sommes là pour alerter, et alerter très fortement
l'opinion internationale de ce qui se passe au Sénégal. Nous avons tous vécu ce qui s'est passé au Niger, avec un président de la République qui a terminé son mandat et qui, coûte que coûte, voulait prolonger son mandat. On appelle ça le Tazartier. Ça fait un coup d'État. Et ça a créé également, aujourd'hui même, une instabilité au Niger. Le Niger n'est pas encore très stable. Comme vous le savez, il y a encore des bruits de bottes, pas si longtemps, encore au Niger. En Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé avec le syndrome Gbagbo. Nous ne voulons pas que le Sénégal en arrive à cette situation. C'est pour ça que nous avons fait la tournée diplomatique. C'est vrai, nous avons rencontré les Africains, parce que nous-mêmes, nous avons rencontré le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Abidjan. Nous avons rencontré la communauté internationale des Nations Unies. On a rencontré M. Lynn Presco. Et notre discours à l'égard des Nations Unies a été très clair. Nous ne voulons pas de troupes de maintien de la paix au Sénégal. Nous avons rencontré M. Johnny Carson, département d'État. Nous avons expliqué la situation du Sénégal, qui n'est guère, bien entendu, différente de ce qui s'est passé au Niger. Un président de la République qui a terminé son mandat, c'est 2 mandats, qui doit sortir et qui fait un forcing pour rester au pouvoir. Mais en face, nous avons quand même une résistance farouche du M23. Le M23 regroupe 150 organisations politiques, des organisations de la société civile et des personnalités. Et c'est à l'image pratiquement de la délégation que nous avons amenée avec le ministre d'État qui n'est pas encore là, Cheikh Tidiane Gadio, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est membre de l'UJOTNA. C'est l'heure à sonner, hein, si je peux traduire. Vous avez Baratal, qui est également le président de Yémalé, c'est-à-dire une organisation citoyenne pour l'égalité des chances, le mérite et l'égalité des chances. Et vous avez Mme Kati Sissé Wan, qui est une personnalité indépendante, impliquée, bien entendu, dans tous les combats pour la promotion de la démocratie et de la citoyenneté. Après les États-Unis, les Nations Unies, le département d'État, nous sommes venus ici en France, où nous avons rencontré et le Quai d'Orsay et l'Élysée. Vous avez les détails, nous allons vous donner nos documents. Toujours pour leur dire, compte tenu des relations privilégiées et historiques que nous avons avec la France, le Sénégal, donc nous attirons votre attention sur le fait que le forcing constitutionnel, je dirais même le coup d'État constitutionnel qu'on s'apprête vraiment à commettre, peut effectivement coûter très cher au Sénégal. Ça peut être un risque et un danger pour la stabilité du pays, un risque, un danger pour la stabilité de la sous-région, qui est une sous-région très fragile aujourd'hui, hein, avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Niger, je l'ajoute, des pays qui sortent de convalescence comme le Libéria, la Sierra Leone, etc. Donc, nous avons demandé à ce qu'on puisse franchement avoir une initiative diplomatique de la communauté internationale pour faire en sorte qu'on aide le président Wade à sortir vraiment dans l'honneur et dans la dignité, qui quitte le pouvoir. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est dans la plupart des pays africains, c'est la succession à la tête de l'État. Le chef d'État arrive, tripatouille la Constitution, s'installe et deviennent des présidents à vie. Et le 3e mandat, c'est vraiment la ligne rouge. Une fois que vous franchissez, généralement, vous appuyez sur les institutions pour casser les institutions et installer un pouvoir quasi absolu.
sur l'ensemble des autres institutions, que ce soit le juridique, etc. Donc nous avons rencontré également le directeur Afrique de l'Ouest de l'Union européenne hier à Bruxelles, et le discours a été le même. Donc il faut prendre des initiatives pour faire une diplomatie préventive de nature à éviter au Sénégal vraiment le risque que ça soit d'un coup d'État ou que ça soit d'une révolution, hein, on dit, hein, d'une révolution africaine. S'il doit y avoir une révolution africaine, je pense que ça va passer d'abord par le Sénégal. Je pense qu'on peut en faire l'économie si tout le monde est raisonnable et si on aide les différents protagonistes quand même à dialoguer, à discuter de manière à sortir de l'impasse. Voilà en guise d'introduction. Je voudrais tout simplement ajouter le fait que maintenant, au niveau le plus élevé, ça veut dire du président de la République, Abdoulaye Wade, on est passé aux menaces. C'est-à-dire le discours devient un discours très dur. Et sans ambiguïté. Il est évident que, avec cette surenchère de la menace, vraiment si on passe à une étape supérieure, ça peut être très dur. Parce que nous, au niveau du M23, nous sommes déterminés, les populations sont déterminées. Le contexte aujourd'hui pratiquement est favorable à une révolution sur le plan social, avec les problèmes de l'électricité, le problème des inondations, la précarité qui est partout, qui touche même, je veux dire, les classes moyennes au Sénégal. En réalité, on peut dire que toutes les conditions objectives et subjectives sont réunies au Sénégal pour qu'on puisse avoir une révolution comme les révolutions arabes. Et comme dit mon ami Mamia Baratal, on a vu tout le monde pour que nul n'en ignore. Et effectivement, que toute la communauté internationale puisse tirer les conséquences en tirant les leçons de ce qui s'est passé ailleurs en Afrique, ça veut dire en Côte d'Ivoire et au Niger. Voilà, maintenant je vais laisser le soin à mes amis. Enfin, merci Alioune. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, sauf à dire qu'il est très important d'insister sur le fait que chaque fois que nous allions voir ces partenaires du Sénégal, ces amis du Sénégal dont Alioune a parlé, nous commencions toujours par dire clairement que nous ne sommes pas venus pour que vous régliez le problème à la place du Sénégal. Il n'en a jamais été question et il n'en sera pas question. Les Sénégalais ont largement montré qu'ils savent s'occuper de leurs problèmes. Justement, c'est pour éviter qu'ils règlent eux-mêmes leurs problèmes de la manière que l'on sait, nous, que nous sommes venus vous voir. Donc c'est pour éviter d'en arriver à cette situation où on met le peuple sénégalais devant sa responsabilité de régler ses problèmes lui-même. Le 23 juin en a été un exemple que nous avons nous-mêmes vécu et nous avons été en première position pour savoir qu'il en a fallu de peu pour que le pays bascule dans un versant qui n'est pas souhaitable pour aucun Sénégalais. Donc ça, c'est la première chose qu'on a dit. Et pourquoi avoir fait ce qu'on est en train de faire maintenant, sans attendre justement que les institutions qui sont chargées justement d'arbitrer ce jeu politique, entre autres, se décident, à savoir la décision du Conseil constitutionnel. Et on leur a précisé chaque fois que c'est effectivement à ce niveau que se trouvait le problème, parce que si on attend qu'on arrive à l'arbitrage du Conseil constitutionnel, justement, il y aura forcément
une confrontation entre les deux parties du Sénégal. À savoir que si le Conseil constitutionnel invalide la candidature du président de la République, on se trouverait dans un cas de figure inédit où le parti au pouvoir, la majorité sortante, n'aurait pas de candidat parce qu'il serait forclose. Dans le cas inverse, si le Conseil constitutionnel valide la candidature du président de la République, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, dont la non-validité ne souffre d'aucune ambiguïté, nous savons qu'il y a des Sénégalais déterminés, dont vous avez un devant vous, qui ne se laissera pas faire. Donc, nous pensons qu'avant d'en arriver là, tous ceux qui se disent amis du Sénégal, et qui de toute façon auront une responsabilité demain, d'une façon ou d'une autre, que ce soit les Nations Unies, comme l'a dit Alioune, nous vous sommes venus vous voir pour que vous ne veniez pas nous voir, que ce soit les partenaires bilatéraux, la France, comme elle a fait en Côte d'Ivoire, les autres pays, les États-Unis, ne peuvent pas rester indifférents quand le Sénégal arrivera à un certain niveau d'instabilité. Donc avant qu'on en arrive là, nous sommes venus vous voir pour vous dire que demain, vous ne pourrez pas dire, comme peut-être ailleurs, vous n'étiez pas au courant. Donc c'était un peu ça le but de notre mission. Nous ne sommes pas venus pour vilipender le Sénégal, nous ne sommes pas venus pour demander une intervention extérieure dans notre pays, mais nous sommes venus pour tirer la sonnette d'alarme en sage, en personne prévenante qui ne voulons pas que notre pays brûle. Donc je pense que c'est une précision extrêmement importante à faire, surtout à l'endroit de ceux qui disent que nous sommes venus vilipender, nous sommes venus demander de l'aide extérieure par rapport aux puissances étrangères, par rapport à la communauté internationale. C'est la précision que je voulais donner là-dessus, et s'il y a d'autres points sur lesquels peut-être on doit poser, en attendant que d'autres juste dans les questions que vous aurez le loisir de nous poser. Cathy? Oui, enfin juste pour appuyer ce qu'ils ont déjà dit, hein, je crois que la situation est bien campée. Mais c'est juste de rappeler que nous sommes venus effectivement pour sonner l'alerte, parce que la situation est très préoccupante au Sénégal. Nous qui sommes sur le terrain, qui vivons cette situation particulièrement depuis le 23 juin, prenons la pleine mesure des dangers que court le Sénégal en termes de déstabilisation politique. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons deux camps farouchement arc-boutés sur leur position et qui se font face. Il n'y a plus de dialogue politique au Sénégal et nous savons que les germes d'une violence ont été semés. Ça c'est clair. Et je crois que depuis le 23 juin, le Sénégal est à un tournant de son histoire politique. Tous les partenaires du Sénégal que nous avons vus, qui avaient été en poste au Sénégal ou qui connaissent le Sénégal, nous disent que, effectivement, nous sommes d'accord avec vous que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal est très préoccupant. De quand même nous ont dit, nous avons toujours trouvé le Sénégal très vivant en termes de dynamique politique, le dialogue politique, etc. Même si bien sûr il y a déjà eu des crises, hein, ça c'est clair. Mais le type de crise majeure qui se profile est vraiment préoccupant. Et c'est de ce point de vue-là justement que nous plaçons notre action dans le cadre d'une diplomatie préventive. Bien sûr, nous sommes venus, nous avons été aux États-Unis, nous sommes aujourd'hui en France, nous avons été à l'Union européenne. Et tout cela s'inscrit dans le cadre d'une mission qui va aussi aller en Afrique. Et je crois que nous pouvons déjà dire que l'initiative de la médiation internationale que nous voulons lancer, cette initiative-là sera portée par les Africains. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal appartient à la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons des institutions régionales telles que la CEDEAO. Nous appartenons plus globalement à l'Union africaine et l'Union africaine également sera impliquée. Donc c'est vous dire que ce n'est pas parce qu'on a commencé par là que nous ne donnons pas crédit à nos institutions, mais nous donnons tellement crédit à nos institutions que nous sommes en train de préparer le terrain. Et nous voulons que l'initiative de la médiation internationale soit portée justement par nos frères africains. Et de ce point de vue-là, une mission également se déplacera pour aller les voir de manière officielle. Mais ceci dit, il y a quand même eu déjà des contacts de manière informelle. Il y a eu déjà quelques chefs d'État qui ont été approchés et qui ont dit toute leur disponibilité à accompagner le Sénégal pour sortir de cette situation. Et rappeler que nous tirons la sonnette d'alarme
parce que justement, nous sommes des personnes éprises de paix. Nous ne voulons pas de violence dans notre pays. Le M23 n'est pas un mouvement violent. Le M23, tout ce qu'il fera le placera dans le contexte, dans le cadre de la légalité. Et c'est la raison pour laquelle le 23 juin, quand les populations étaient massées devant l'Assemblée nationale et qu'en fin de journée, quand le président, sous la pression populaire, a retiré son projet de loi et que les jeunes voulaient marcher sur le palais, nous avons tout fait pour leur dire ne le faites pas. Parce que le président Wade a un mandat qui court et ce mandat se termine en février 2012. Donc il faut attendre que l'élection présidentielle arrive et que chacun, selon ses convictions, aille voter. Mais il est clair que quelles que soient les négociations qui sont entamées, quels que soient les contours de la médiation internationale, il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de négociation possible, telles que la candidature du président Wade à un troisième mandat. Tout simplement parce qu'il n'y a pas droit. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie, hein. Il n'y a pas droit. C'est aussi simple que ça. Et je crois que tous aujourd'hui, ceux que nous rencontrons, ceux qui sont épris de paix, ceux qui sont dans le M23, mais je dois rappeler que le M23, c'est vrai que c'est 150 organisations aujourd'hui, mais ce n'est pas que ça. Le M23, c'est tous les patriotes qui sont contre un projet de dévolution monarchique et qui sont contre un troisième mandat de Wade. Donc ce n'est pas le chiffre 150 qui est important dans le M23, mais c'est les milliers de Sénégalais aujourd'hui qui sont prêts à donner leur vie pour que ce projet, cette forfaiture du président Wade ne puisse pas s'accomplir. Donc vraiment, pour ne pas être très long, puisque c'est une conférence de presse et que vous aurez l'occasion de nous poser des questions, je voulais juste faire une précision sur ces différents points. Je vous remercie. Comme on dit, tous les collègues ont tout dit. Alors, je présente mes excuses d'abord parce que j'ai été victime d'une mauvaise information. Je ne savais pas où est-ce qu'on devait se voir exactement. Et j'ai posé la question, on m'a dit que c'était à 5-10 minutes. Et on a fait plus de 35 minutes pour arriver ici. Donc, toutes mes excuses. Et la prochaine fois, je ne sais pas d'ailleurs comment on règle ce genre de problème. Une fois qu'on vous a donné une information, vous y croyez, puis voilà. Mais je vois des gens dans la salle ici, des grands amis de la presse. Vous allez vérifier? Oui, prochaine fois. Hein. Vous êtes la famille, non? Oui, je vérifie, d'accord. Prochaine fois, je cherche un GPS d'abord. Et je vais calculer les distances, hein, même sans voiture. Je vais essayer. Ok, donc, chers amis, toutes mes excuses, encore une fois. Et les amis ont tout dit, donc pour gagner du temps, peut-être, je ne sais même pas ce qu'Aluntine a dit, donc je ne veux pas me répéter, mais il y a peut-être 2 ou 3 points, si vous le permettez, en 2 ou 3 minutes, sur lesquels je voulais insister. Premier point, c'est que notre ami Moussa Tine, porte-parole de Benno Siggil Sénégal, voulait participer à la conférence de presse. Je lui ai envoyé l'adresse et tout ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il pourrait peut-être venir d'un moment à l'autre, ou peut-être qu'il a eu un empêchement de dernière minute. Mais c'est un membre très actif du M23 et de Benno, et qui était en mission quand nous sommes arrivés ici, et qui a tout de suite accepté de nous rejoindre. Et on a bien travaillé ensemble la journée du vendredi. Et malheureusement, aujourd'hui, il souhaitait être là pour aider à tirer le bilan. C'est ce que nous avons fait à Washington quand nous nous sommes rendus là-bas. Aruna Koumandofène Diouf, c'est bien ça. Hein? Aruna, voilà, était candidat à la présidente membre du M23. Nous l'avons invité à nous rejoindre et il a travaillé avec nous sur la mission à New York. Deuxième point, je ne sais pas s'ils l'ont dit, mais moi je vais le dire. Chaque fois que nous avons été rencontrer des partenaires internationaux, nous avons insisté sur les menaces ouvertes du président Abdoulaye Wade contre Aluntine en tant que responsable et de la RADDHO et du M23. Et nous avons dit que c'était inacceptable. Et nous avons discuté de cette question avec tous les partenaires et nous sommes conscients que le peuple sénégalais ne laissera pas faire non plus. Et nous voulons attirer l'attention en insistant avec vous, les amis de la presse, sur ces menaces-là qui sont hors de saison, correspondent à une mentalité de pays comme la Roumanie de Ceausescu à l'époque. C'est inacceptable et nous ne laisserons pas faire. Dans notre pays, il y a eu déjà trop d'agressions contre des individus et de façon dans l'impunité totale. Lui-même a payé de sa personne lors de la manifestation du 23 juin. Heureusement qu'il est là encore en train de prendre la parole et de parler très fort et très vigoureusement. Donc c'est une bonne chose, mais on avertit les amis de la communauté internationale
que la dernière interview du président Wade, après avoir attaqué tout le monde, en particulier Gadio et Tine, il s'est concentré sur Tine en termes de menaces, carrément. Cela est inacceptable. L'autre point sur lequel nous avons insisté, c'est qu'on avait des craintes que les amis, les Occidentaux en général, nous disent que votre Conseil constitutionnel étant la seule instance qui peut connaître de la légalité ou non d'une candidature, pourquoi vous n'attendriez pas le Conseil constitutionnel? C'était cette question-là sur laquelle nous étions très préparés. Nous n'avons même pas eu à la développer, à l'argumenter, parce que curieusement, les amis de la communauté internationale, occidentaux ou pas, sont quasiment sur les mêmes positions que le peuple sénégalais et le M23 sur la question. Bien entendu, le langage diplomatique n'autorise pas qu'il y ait des prises de position ouvertes sur ces questions, mais personne ne nous a dit pourquoi vous n'attendriez pas le Conseil constitutionnel. Tout le monde s'est souvenu de l'expérience du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, tout le monde. Et deuxièmement, tout le monde a accepté avec nous qu'une décision d'une instance républicaine aussi importante que le Conseil constitutionnel, qui, quelle que soit son orientation ou sa direction, va entraîner le chaos dans un pays, effectivement, il est important de se lever à temps et de ne pas attendre d'en arriver là. Alun a expliqué les raisons pour lesquelles une décision du Conseil constitutionnel en faveur de Wade ou contre Wade créerait de toute façon un problème dans le pays. Donc, voilà ce que nous avons discuté avec nos amis. Chaque fois aussi, nous avons attiré l'attention sur le fait que le concept de diplomatie préventive est plus un concept qu'une réalité dans l'histoire récente de la communauté internationale. Plus on en parle, moins on en fait. Plus on en parle, moins on en fait. On en parle plus pour se faire bonne conscience, mais tant que le sang n'a pas coulé, et beaucoup coulé, apparemment, cette situation-là n'est pas encore, entre guillemets, assez sexy pour attirer l'attention de tout le monde. Et nous ne voulons pas de cela dans notre pays, parce que notre pays a toujours fait partie des solutions à travers le monde, les médiations pour la paix et tout. Nous n'avons jamais fait partie des problèmes. Mais là, malheureusement, nous nous y engageons. Et le silence de la communauté internationale nous dérange. Et c'est un faux silence d'ailleurs, parce que tout le monde en parle. Tout le monde parle du Sénégal et de la grave situation qui prévaut au Sénégal. Mais pour des histoires de non-ingérence, etc., les gens font très attention. Mais nous pensons qu'il est urgent que les gens, comme le Sénégal l'a toujours fait, quand il y a une crise en Côte d'Ivoire, on était les premiers là-bas, crise à Madagascar, on a foncé. Donc on ne peut pas, en même temps, quand il y a des problèmes quelque part, apporter notre soutien, notre solidarité, et vouloir même proposer des solutions. Et quand il y a crise chez nous, qu'on dise que non, 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 c'est une crise nationale, avec propriété nationale des Sénégalais, personne n'a droit d'en parler à l'extérieur. Ça n'a aucun sens. Et comme l'a dit Baratal, et nous avons été très honnêtes sur cette question, nous commençons tous nos entretiens en disant que nous ne voulons pas de malentendus. Nous ne sommes pas venus vous demander d'intervenir au Sénégal. Nous ne sommes pas venus vous demander d'aller régler les problèmes du Sénégal. Nous sommes venus partager avec vous une information importante, échanger avec vous et réfléchir ensemble sur quelle est la responsabilité partagée de la communauté internationale sur des situations de crise qui couvrent, se développent sous nos yeux et explosent. Et ensuite, seulement ensuite, quand les dégâts auront commencé, que les gens commencent à prendre des décisions. Dernier point, ou avant-dernier point, Cathy a insisté, Bara aussi, je n'ai pas entendu à l'une, mais nous avons déjà contacté des chefs d'État africains avec qui nous avons eu de très bonnes discussions, qui sont entièrement sur les mêmes positions et qui souffrent et qui trouvent que c'est triste et tragique que le Sénégal, qui a toujours joué le rôle que l'on sait, soit maintenant dans la posture où le Sénégal a besoin d'être aidé, d'être accompagné pour que ce pays s'éloigne du gouffre. Nous allons continuer ce travail systématique et allons voir d'autres chefs d'État africains. On ne peut pas donner leur nom pour l'instant, on connaît l'Afrique. Dès qu'on aura dit que tel chef d'État a reçu Gadio ou Alun Tine pour discuter de la situation du Sénégal, ce chef d'État-là va faire l'objet d'assauts non diplomatiques et même de commentaires et peut-être d'agressions verbales et autres. Donc nous garantissons la confidentialité dans nos contacts avec eux. Mais ceux qui parmi eux dirigent des institutions, nous les verrons au titre des institutions qu'ils dirigent et nous leur parlerons ouvertement. Même s'il faut aller leur reparler de façon plus officielle. Dernier point, c'est les alternatives sur lesquelles Wade travaille ne sont pas de bonnes alternatives.
il laisse la seule bonne alternative et il se concentre sur d'autres alternatives. Celle sur laquelle il travaille, c'est de vouloir rester, coûte que coûte, en disant qu'il n'y a que Dieu qui peut l'empêcher d'être candidat. On n'a jamais vu Dieu descendre sur terre pour empêcher à quelqu'un d'être candidat. Dieu ne s'occupe pas de ces questions-là en principe. Et le peuple sénégalais fera son travail sur ce point. Deuxième alternative, c'est que par 2 fois on a entendu des gens proposer qu'on fasse du marchandage constitutionnel, ce qu'on appelle chez nous le bana-bana constitutionnel, consistant à dire qu'on va donner quand même à Wade 2 ans de plus, comme disait le président Tandian, pour terminer ses chantiers. Quelle est cette histoire de terminer ses chantiers? C'est pas lui qui va au chantier. Comme dit Baratal n'a jamais vu Wade descendre sur le terrain et travailler sur des chantiers. Donc pourquoi il veut... On va terminer ces chantiers pour lui, on va le féliciter de les avoir commencés, il n'y a aucun problème. Donc, les histoires de laissons voir jusqu'en 2014, on calme le jeu comme ça, lui-même dit qu'il ne va pas se présenter, tout le monde est en paix. Et les autres, tous ceux qui sont pressés et qui ont des ambitions, vous les remisez au vestiaire pour l'instant, et vous laissez voir terminer son mandat, ce n'est pas une alternative. Le Sénégal ne peut pas entrer dans ce genre de négociations et d'arrangements constitutionnels. C'est du wahale dans notre culture, c'est-à-dire c'est du marchandage. Et ça, c'est pas bon. Dernière alternative, c'est que Wade serait très heureux si une solution pouvait être trouvée pour que son fils le remplace, là il serait lui à l'aise, ou que son fils puisse jouer un rôle majeur, là il serait peut-être plus à l'aise. Mais c'est 3 alternatives, son fils, lui-même, et le wahale, le marché.